est 14 heures, nous allons commencer. Premièrement, bonjour et merci de nous joindre aujourd'hui. Ce webinaire est présenté par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, soit le CCNPPS, et par le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils, soit le CCNMO. Nous serions en ligne pour 90 minutes aujourd'hui. Nos excuses à ceux et celles qui ont reçu le message que le webinaire sera d'une durée de 60 minutes. C'était notre erreur. Les 30 minutes supplémentaires nous permettront, au besoin, de prendre plus de temps pour les questions et discussions, même pendant et après les présentations. Cela dit, pour ceux et celles qui devront partir à 15 heures, l'enregistrement du webinaire au complet sera disponible en ligne avec le PowerPoint. Le lien vous sera renvoyé par courriel aujourd'hui ou demain. Et juste un rappel que l'enregistrement comprendra tout ce que vous écrivez dans la boîte de chat. Si vous retrouvez un problème technique, s'il vous plaît écrire à notre collègue Mylène McGill. Nous avons déjà plus que 70 personnes en ligne en ce moment et on attend plus. Ça pose un défi de communication, mais j'espère que tout le monde va utiliser la boîte de chat pour poser des questions ou pour faire des commentaires. Nous allons les suivre et les partager en vive voix lors de nos pauses pour questions et discussions. Mais ce n'est pas nécessaire d'attendre les pauses pour faire vos commentaires, donc n'hésitez pas d'écrire. Nous sommes très heureux que Dr. Richard Lessard, ancien directeur de santé publique de Montréal, a accepté notre invitation de parler aujourd'hui. Ses nombreuses réalisations et rôles au Québec, au Canada et à l'échelle internationale sont bien connus. Sa présence avec nous explique le nombre de personnes en ligne. Merci de nous joindre, Dr. Lessard. Nous sommes situés à Montréal au présent, Olivier Belfleur et moi, Michael Keeling. Notre collègue Mylène et Dr. Lessard sommes au bureau de l'INSPQ. Nous n'avons pas de conflits à déclarer. Nos centres de collaboration nationale font partie d'un réseau de 6 centres situés à travers le Canada et financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Lors de votre inscription pour ce webinaire, nous avons vous posé quelques questions. Voici un résumé de vos réponses. Ces réponses informaient le développement de ce webinaire. Et en voyant la liste des participants, nous avons réalisé qu'il y a évidemment énormément d'expertise et d'expérience en ligne en ce moment. Nous serions très intéressés de lire et d'écouter la discussion. Voici notre proposition en bref. Premièrement, nous voulions très brièvement introduire l'éthique en santé publique. Ensuite, Dr. Lessard partagera son expertise et son expérience en matière d'établissement de priorités en santé publique et proposera des critères pour guider la prise de décision. Et à la fin, nous allons partager quelques réseaux supplémentaires. Mais pour commencer, un défi est l'éthique. Je passe le micro à Olivier. Merci, Mike. Donc, on va vous demander aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire, on va commencer par ce qu'on pourrait appeler un défi, puis on va vous demander d'imaginer que votre direction de santé publique est en train de développer son plan d'action régional pour guider ses actions et ses interventions des 5 prochaines années, et que pendant ce temps-là, le gouvernement provincial sort une politique gouvernementale de prévention en santé. La politique traduit l'engagement de 15 ministères et organismes à favoriser davantage la santé et prévenir des problèmes évitables. On y retrouve entre autres 9 cibles ambitieuses sur lesquelles Dr. Lessard reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Donc, on parle d'une politique gouvernementale interministérielle de prévention en santé. Les ressources étant toujours plus limitées que les besoins, des choix difficiles devront être faits quant à la quantité de ressources qui seront allouées à l'atteinte de chacune des cibles dans votre région. Donc, comment établir les priorités?
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'établissement des priorités. Je vais en nommer quelques-uns, mais il y en a évidemment beaucoup plus. On peut penser par exemple au mandat de l'organisation. C'est quoi ses fonctions, comment elle a été pensée, qu'est-ce qu'elle doit faire selon son mandat. On peut penser à la culture organisationnelle, donc les habitudes de l'organisation, des gens qui y travaillent, sur quoi ils ont l'habitude de travailler, de ne pas travailler. On peut penser aux ressources disponibles de différents ordres, ressources financières, humaines et autres. On peut penser plus largement au contexte politique, comment sont alignées les forces politiques pour permettre d'intervenir sur certains problèmes et non sur d'autres. On peut penser à l'ampleur des problèmes locaux, donc ça fait intervenir toutes les données locales et régionales dont dispose une direction de santé publique pour évaluer localement quelle est l'ampleur de différents problèmes. Même chose en ce qui a trait à la démographie locale, donc qui a quel problème, quels sous-groupes de population sont plus touchés par certains problèmes que d'autres. À l'autre côté, on peut penser à quelles sont les interventions qu'on connaît qui sont efficaces sur certains des problèmes. Est-ce qu'on en connaît ou pas? Est-ce qu'ils sont appuyés par des bonnes données probantes? Même chose auprès des interventions coût efficaces ou efficientes. On peut penser à l'acceptabilité sociale aussi. Est-ce qu'il est socialement acceptable qu'une direction de santé publique intervienne sur certains problèmes? Ou est-ce même vu comme étant un devoir que la direction de santé publique devrait intervenir sur certains problèmes ou à l'inverse ne devrait pas le faire? On peut penser aux valeurs qui sont liées à l'acceptabilité sociale, donc autant les valeurs sociétales que les valeurs de l'organisation, les valeurs promues par la santé publique ou par le personnel d'une direction de santé publique particulière. Et c'est une liste très, très limitée que je vous propose ici. Mais si vous avez d'autres suggestions de facteurs qui sont importants et qui peuvent influencer l'établissement des priorités, je vous invite à nous en faire part dans la boîte de chat. J'aimerais vous poser une question à cette étape-ci pour vous demander lesquels, selon vous, sont les plus influents. Donc, on va mettre un sondage devant vous et je vous demanderai de bien vouloir cocher et d'essayer de vous limiter à 3. Quels seraient, selon vous, les 3 facteurs les plus influents lorsqu'on vient le temps d'établir les priorités? Je vais vous donner quelques instants pour répondre. Très intéressant de voir que toutes les options ont été cochées par au moins une personne. Oh, non, les valeurs. Intéressant, pas les valeurs. Mais on voit le contexte politique qui ressort très fort, l'ampleur des problèmes locaux, les ressources disponibles, le mandat de l'organisation, les interventions coefficaces. Donc, c'est intéressant, on voit que ce n'est pas tout le monde qui a la même opinion sur le sujet, mais on voit que certains des facteurs ressortent plus fortement lorsqu'on demande lesquels ont le plus d'influence sur la de décision lorsque vient le temps d'établir les priorités. Si on change un peu la question, l'angle de la question est qu'on demande quels sont les facteurs qui devraient être le plus influents. À ce moment-là, on quitte le domaine du descriptif en demandant qu'est-ce qu'on fait, quels sont les facteurs qui influencent le plus, et on entre dans le domaine du normatif en posant la question lesquels devraient être les plus influents. C'est un domaine qui est occupé, entre autres, par l'éthique, qui demande des questions comme qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, et pas juste dans un monde idéal, mais dans le monde réel qui est le nôtre, qui est rempli de contraintes, d'incertitudes, de jeux de pouvoir politique. Et on peut poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que citoyen, que professionnel, qu'organisation, ou même qu'État. Aujourd'hui, on va se pencher plus sur la question, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'organisation.
Et lorsqu'on pose ce type de questions-là, une des choses qu'on réalise, c'est que l'établissement des priorités et la détermination des critères pour établir les priorités, ça implique que certaines valeurs seront promues au détriment de d'autres, en fonction des priorités qu'on va mettre de l'avant. Donc, par exemple, est-ce que les valeurs de justice et d'équité sociale vont se retrouver à être promues au détriment peut-être de parfois l'autonomie ou la maximisation de la santé? C'est ce genre de compromis-là qui peuvent transparaître à travers un exercice de priorisation. Donc, l'éthique en santé publique, qu'est-ce que c'est? C'est un discours qui propose un langage commun pour éclairer ses choix, voir les enjeux éthiques et en discuter. Donc, pour ceux qui ont assisté à certains de nos webinaires ou de nos ateliers, vous savez qu'on met de l'avant souvent les cadres d'éthique en santé publique. Il existe plusieurs choses qui peuvent guider ou informer la prise de décision dans une perspective éthique. On a tendance à mettre de l'avant les cadres d'éthique en santé publique pour différentes raisons. Une d'elles, c'est que ce sont des outils d'aide à la délibération qui facilitent l'intégration d'une perspective éthique à la prise de décision. On n'a pas besoin d'être un expert pour en utiliser un. Et ça prend souvent la forme d'une série de questions ou de principes qui fournissent des points de repère pour faciliter la réflexion, la délibération et la discussion. Ce n'est pas des algorithmes décisionnels qui nous mènent directement vers la bonne réponse, mais c'est des points de repère pour faciliter la réflexion. Donc j'en parle ici parce que un peu plus tard dans la présentation, Dr. Lessard va nous présenter un cadre d'éthique en santé publique par le Public Health Ontario, qui est un cadre intéressant, mais je tenais à dire que c'est un cadre parmi plusieurs qui existent pour faciliter l'intégration d'une perspective éthique en santé publique. Donc, juste un mot ici pour essayer de situer un peu à quel niveau se situe l'établissement des priorités dont on parle aujourd'hui. Donc, si on pense d'une perspective macro vers le micro, on peut penser à des interventions très, très, très générales, structurantes sur l'économie politique. Et en descendant, on a les grandes politiques fédérales, provinciales, territoriales, municipales, qui peuvent soit contenir des orientations gouvernementales, soit être informées par elles, et qui se traduisent après plus ou moins directement en programmes et interventions à différents niveaux. Si on place en parallèle les populations, au niveau très macro, on a l'ensemble de la population qui va se différencier après en groupes, en familles, en plus petits groupes, et finalement, on a les individus. L'établissement des priorités dont on va parler aujourd'hui, c'est au niveau plus des orientations gouvernementales et comment ça finit par découler en programme et en intervention. C'est au niveau des grands problèmes en santé publique, des grands champs d'action, comme par exemple, ça pourrait être la cessation tabagique, la sédentarité, la promotion du transport actif, et c'est l'idée. Est-ce qu'on devrait mettre plus de ressources, par exemple, à la cessation tabagique ou en promotion du transport actif? Il y a un autre niveau d'établissement des priorités qui peut suivre ou informer le précédent, qui est le choix d'intervention spécifique à l'intérieur d'un grand champ d'action. Donc, si on décide de mettre l'accent sur la cessation tabagique, quelles interventions on va mettre de l'avant pour y parvenir? Et je le mentionne aujourd'hui parce que les cadres d'éthique ont tendance à mettre l'accent à ce niveau-là. Lorsque vient le temps de choisir une intervention et non une autre, lorsque vient le temps de la développer, de l'adapter au contexte local pour obtenir la meilleure intervention possible au plan éthique, entre autres, mais aussi plus largement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces cadres-là à d'autres fins, donc pour éclairer, par exemple, l'établissement des priorités. Mais, à notre connaissance, il n'en existe pas qui ont été développés spécifiquement pour la santé publique dans le but d'éclairer dans une perspective éthique l'établissement des priorités au niveau où on va en discuter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
que faire, quoi utiliser, comment établir les priorités. C'est pour nous parler de ça que le Dr Lessard a bien voulu accepter notre invitation et on est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui pour nous partager son expérience, ses réflexions et une proposition pour réfléchir à ces enjeux-là. Merci, Dr Lessard. Merci, Olivier. Bonjour tout le monde. Alors, moi, mon écran vient de sauter. Alors, l'idée c'est un exercice que nous allons faire ensemble pour un petit peu scruter dans la tête d'un vieux praticien de la santé publique comment les critères et les choix qui en découlent là, pourraient nous être utiles. Bon. Et on prend comme but objet de l'exercice la politique gouvernementale en prévention, parce qu'on est très heureux qu'une telle politique existe au Québec. Et là-dedans, je vais vous présenter rapidement des choses que je trouve importantes. J'ai pris dans l'énoncé de Dr Couillard, du Premier ministre, un certain bout là, qui dit « Grâce à la politique gouvernementale, le gouvernement et les communautés se mobilisent pour créer un environnement qui favorisera l'adoption de saines habitudes de vie. Ça touche tous les secteurs d'activité gouvernementale en raison de leur impact sur la santé et le bien-être des personnes, et ça inclut la famille, l'éducation, le travail, la solidarité, etc. » Donc, déjà, ça nous donne une vision de ce que la politique veut couvrir. J'ai pris aussi un petit bout de l'énoncé de la ministre Charlebois, qui dit c'est un outil essentiel, la politique, pour mobiliser notre société, mettre en place des milieux et des conditions de vie, donc milieux et conditions. Et notre politique poursuit le même objectif, celui d'assurer la cohérence entre les interventions de notre gouvernement qui ont un impact sur la santé. C'est l'idée de la santé dans toutes les politiques. J'ai pensé que ce serait utile aussi de regarder, avant de choisir ce sur quoi on veut vraiment travailler, parce que nos moyens sont limités et qu'on ne peut pas nécessairement tout faire, de revoir avec vous les grands enjeux de santé publique, ce que la politique appelle les tendances préoccupantes. Alors, je les nomme rapidement, mais les maladies chroniques. Et je les ai pris dans l'ordre qu'ils apparaissent dans le document de la politique. Alors, on parle aussi de gras, sel, sucre, fruits, légumes, activité physique, obésité, vieillissement, trauma non intentionnel, troubles de santé mentale, dont le suicide, les problèmes d'adaptation sociale, alcool, drogue, IDSS, environnement et pollution de l'air. Et là, on parle ici de cancer, chaleur, qualité des logements. Je continue. On nomme par la suite les inégalités sociales de santé et les inégalités socio-économiques, l'accroissement du nombre d'aînés, je m'inclus là-dedans, et la structure familiale qui est famille monoparentale en hausse continue, et la question des personnes immigrantes qui sont en augmentation. Alors, c'est comme si, et c'est très bien fait, là, moi je suis d'accord avec ce qu'il y a dans la politique là-dessus, ça décrit bien les enjeux actuels de la société québécoise, entre autres. Je voulais simplement, pour comparer, vous donner un autre exemple, parler des 7 priorités de l'Association québécoise de santé publique, l'Association pour la santé publique du Québec, qui donne une autre version des grandes priorités ou des enjeux, les coûts de soins de santé, l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, les impacts négatifs des changements climatiques que certains appellent l'anthropocène, l'accroissement des inégalités sociales, la baisse du niveau de littératie et l'égalité homme-femme. Simplement pour se dire, voici là, dans quoi on priorise comme santé publique. Mais je nous rappelle que dans la politique également, après avoir défini les grandes tendances, on parle de double finalité. La première étant améliorer l'état de santé et la qualité de vie, et l'autre, réduire les inégalités sociales de santé. Donc, il semble bien que c'est ce que la politique veut faire, en tout cas, c'est ce qui est affirmé, et finalement, ça fait plein de sens. Et ce qu'on retrouve également dans la politique, c'est beaucoup de choses. Il y a 4 grandes orientations, 11 objectifs, 28 mesures, 5 chantiers et 9 cibles d'ici 2025. Et là, je vais passer les cibles une par une rapidement parce que l'exercice va considérer à prioriser à l'intérieur des 9 cibles. Alors, augmenter à 80% la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur développement. Faire en sorte que 90% des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des communautés favorables à la sécurité, à la mobilité, au
saines habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents. Le suivant, c'est accroître l'offre de logements abordables, sociaux et communautaires de 49 %, faire passer à 10 % la proportion de fumeurs quotidiens et occasionnels, atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80 % de la population, augmenter de 18 % le nombre d'aînés recevant des services de soutien à domicile, une consommation minimale de 5 fruits et légumes par jour chez au moins la moitié, chez plus de la moitié de la population, faire bondir de 20 % la proportion de jeunes âgés de 12 à 17 ans actifs durant leurs loisirs et leurs déplacements, et non à l'école, et réduire de 10 % l'écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus défavorisées et les plus favorisées sur le plan socio-économique. Donc, on dit que la mortalité prématurée fait référence aux décès qui surviennent à un âge relativement jeune, disons en moyenne en bas de l'espérance de vie moyenne pour la population. Alors, voici les 9 cibles. Et là, la question qu'on se pose à ce moment-ci, c'est, comme ex-directeur de santé publique, compte tenu que je n'ai pas des ressources pour changer le monde, mais pour faire certaines choses, je suis limité donc dans mes ressources. Qu'est-ce que je vais prioriser à l'intérieur, disons, des 9 cibles que la politique nous propose? À toi, Olivier. En fait, on va vous demander de refaire un peu le même exercice, mais selon vous, à première vue, quelles devraient être les 3 cibles prioritaires? Si vous pouviez seulement en prendre 3. Ce n'est pas un exercice facile à faire sur le pouce, mais les gens se prêtent à l'exercice. Donc, on voit qui ressort très fortement, peut-être en priorité numéro 1, ou par le plus de gens, augmenter à 80 % la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur développement, donc chez les tout-petits. Ensuite viendrait réduire de 10 % l'écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus défavorisées et les moins favorisées sur le plan socio-économique. Et ensuite, presque ex aequo, on aurait faire en sorte que 90 % des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des communautés favorables à la sécurité, mobilité durable, saines habitudes de vie ainsi que qualité de vie. Et atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel social chez au moins 80 % de la population. Donc, les 3 principales seraient chez les tout-petits, les inégalités sociales, travailler avec les municipalités, presque ex aequo avec le bien-être général et psychosocial. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, la question, c'est très intéressant, votre réponse, on va voir tout à l'heure. Alors, moi, la question que je me pose, que je vous dis, par où on commence? Parce que là, il y en a des ressources limitées au Québec, dans les directions régionales, il y a l'SPQ, le ministère et les CIUS. Il y a la double finalité, on recherche de l'impact quand même, on travaille pour avoir des résultats. On a des critères éthiques qu'on va repasser ensemble tout à l'heure, et il y a des caractéristiques spécifiques à chaque région, jusqu'à un certain point. Donc, quels sont les critères qui vont guider nos choix? Et ici, je rappelle, là, c'est peut-être pas approprié, mais que moi, j'aime ça, avoir des résultats à court terme, pas juste dans le siècle prochain. Personnellement, je n'y serais pas, donc je voudrais avoir des résultats un petit peu avant. Alors, il y a des critères habituels sur l'importance du problème et sur les interventions. On se rappelle peut-être, juste pour commencer, Don Abedian, l'Université du Michigan, repris par Pinault et Daveluy dans leur livre sur la planification de la santé, les 2 grands critères. Si le problème est très important et qu'on sait quoi faire, c'est une priorité d'intervention. Si le problème est très important mais qu'on ne sait pas quoi faire, c'est une priorité de recherche. Je n'ai pas mis ça dans le texte, là, dans le PowerPoint, mais on se rappelle de ça comme entrée en matière. Alors, j'ai repassé un peu la littérature sur les critères habituels concernant l'importance du problème, et j'ai rajouté des choses que j'aime bien. Vous m'en excuserez, mais c'est un vieux praticien qui vous parle. Alors, l'ampleur du problème, le fardeau de la maladie, moi, ça m'apparaît important parce que
c'est l'impact qu'on veut avoir. On veut diminuer les problèmes. Alors ici, on peut parler quand même d'ampleur ou fardeau objectif, c'est-à-dire tel qu'on le mesure avec nos moyens habituels de surveillance ou nos études épidémiologiques, mais aussi l'ampleur du problème tel que perçu par la population et les politiciens. Parce que si nous, on peut penser que le problème est très, très important, mais il est possible que la population ne connaisse pas suffisamment le problème pour le considérer important ou ne pas le considérer important du tout. Alors, le 0 à 10, ici, c'est une façon subjective pas de comptabiliser, mais de donner un chiffre à l'importance du problème. Alors, par exemple, moi, quand je travaille présentement sur mon recueil de cas là, en santé publique, et puis il y a plusieurs dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans le passé, puis de 0 à 10, c'est de l'ordre de 3 à 5 en termes d'importance du problème. Il y en a même, c'est plus 3 que 5. Il y en a évidemment qui sont 7, 8, 9, 10, mais cette idée-là de voir, ce problème-là, là, dans l'univers des problèmes, il se situe où exactement? Est-ce que c'est un 2 ou un 8? Alors moi, je pense que c'est important, autant en termes de perçu qu'en termes objectifs. L'autre, c'est le pourcentage de la population affectée. Alors, ça peut être 50%, 2%, 80%, mais je pense que c'est important d'avoir ce critère-là à l'esprit, jusqu'à quel point le problème est répandu dans la population. Quelle population est affectée? C'est la notion de, est-ce que ce sont les pauvres, les riches, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les nouveaux arrivants, ceux qui étaient déjà là? Donc, avoir une idée plus précise, parce qu'en termes d'équité, et on va voir avec les critères éthiques tout à l'heure, c'est important. Alors, la connaissance des causes ou des déterminants, c'est sûr que pour intervenir sur les causes, il faut les connaître. Alors, évidemment, plus le problème est bien connu, c'est plus facile d'intervenir. L'idée de l'urgence versus la chronicité du problème, c'est que souvent, je vais prendre l'exemple, même si j'ai peur un peu de froisser des personnes, mais quand le virus du Nil est arrivé, quand l'Ebola est arrivé, il y a des ressources qui arrivent, on a peur du problème, le problème vient d'ailleurs, et là, il y a une urgence qui se crée là-dessus. Alors que l'obésité, les traumatismes par accident de la route, certains cancers, on connaît les causes, mais ça fait tellement longtemps qu'il y en a que c'est devenu correct, entre guillemets, évidemment, où ce sont des problèmes on les connaît tellement qu'on s'est habitué à vivre avec, et puis on les considère moins importants. Alors encore là, un 0 à 10 sur l'urgence versus la chronicité, ça peut nous donner une idée sur comment le problème est perçu. Alors, le coût du problème et qui paie, ça c'est déjà pas mal mesuré pour plusieurs grands problèmes, mais qui paie, c'est une notion qui touche un peu l'éthique. Si le problème est considéré comme, écoutez, c'est toi qui as créé le problème, paye pour, versus, l'État aurait peut-être pu faire davantage pour protéger, peut-être que l'État pourrait intervenir. Alors ça aussi, c'est une façon de percevoir le problème qui joue de mon point de vue aussi. La question de la provenance, je l'ai un peu abordée. Là. Quand ça vient d'ailleurs, c'est toujours pire que si on vit avec le problème depuis longtemps. Et la reconnaissance sociale et politique du problème, c'est un peu la conséquence là, des quelques critères qui précèdent. C'est, comme je le dis souvent, notre problème en santé publique, c'est qu'on est des experts des solutions. On sait quoi faire pour régler le problème. Et souvent, on oublie que les gens à qui on s'adresse n'ont pas reconnu qu'il y avait un problème. Alors évidemment, on se fait tirer dessus parce qu'on a des solutions qui dérangent, mais peut-être qu'on devrait attendre un peu de présenter les solutions pour s'assurer qu'il y a bien une reconnaissance sociale et politique du problème avant de s'y attaquer. Alors, qui est responsable? C'est un peu la même notion qu'au début. Est-ce que c'est l'individu qui est responsable ou c'est la collectivité? Et ça va avoir une influence sur aussi ce qui suit, là, qui devrait intervenir. Alors, c'est ce que j'ai trouvé là, de mieux dans ma petite revue de littérature sur l'importance, l'ampleur des problèmes. Sur les critères habituels de la capacité d'intervention, là, vous allez reconnaître un paquet de choses. L'impact, est-ce qu'on peut avoir de l'impact? Il y a l'efficacité théorique et pratique, c'est ce que les gens appellent effectiveness et efficacité. On parle d'evidence-based vers information-based, parce que de plus en plus, en fait, en santé publique, on prend beaucoup plus des décisions qui sont influencées par les connaissances plutôt que vraiment tout à fait démontrées, totalement efficaces. En tout cas, on n'a pas
d'études à double insu là, dans notre domaine, c'est très rare. Donc, et puis il peut y avoir une ou plusieurs solutions. Et puis l'autre idée, le ROI, c'est le Return on Investment. Mais c'est l'idée de qu'est-ce qu'on peut générer comme impact, jusqu'à quel point c'est important. Et encore là, j'ai mis un 0 à 10 parce que il se peut très bien que le problème soit très, très important, mais que comme impact, là, on ne change pas grand-chose à ce moment-ci. Donc, il y a peut-être, je pense qu'il faut se poser la question de notre capacité de ce point de vue-là. Nécessité ou non d'intervenir, ben, encore là, c'est qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien, jusqu'à quel point il faut intervenir. Je pense que c'est des questions qui vont se poser, surtout celles de si on ne fait rien, qu'est-ce qui arrive, parce que ça peut être motivant de réaliser que si on ne fait rien, un problème sur lequel on peut intervenir va continuer d'exister. L'autre, c'est l'acceptabilité organisationnelle de la solution. Ça m'est arrivé dans le passé de constater qu'en santé publique, on ne s'entendait pas sur les solutions. Qu'il n'y avait pas de consensus. Souvent, le consensus sur les problèmes, on s'entend, pas nécessairement dans quel ordre de priorité, mais sur la solution. Alors, je pense que si on n'a pas un consensus à tous les niveaux, ministère, institut, région et niveau local, sur l'intervention, je pense qu'on a un handicap. Donc, pour moi, c'est un critère qui est important. L'acceptabilité sociale et l'acceptabilité politique de la solution, je pense que c'est quelque chose, on va y revenir, là, mais c'est vraiment une question importante parce qu'on sait, par exemple, que le gouvernement veut des changements, une belle politique de prévention, mais reste à savoir quelles solutions pour atteindre les objectifs vont être acceptables au gouvernement et à la société. Bon, la question de l'objectif de réduction, je l'ai mis parce que si on n'est pas capable de le chiffrer, c'est peut-être qu'on a un problème de bien identifier les interventions. Et la même chose pour l'échéancier. Souvent, en santé publique, en tout cas, à mon expérience, on embarque dans des dossiers sans échéancier. Et ça nous empêche de préciser les interventions que l'on veut vraiment voir prendre place et être organisées. Le dernier point, c'est la capacité organisationnelle. On y a fait mention tout à l'heure. J'ai mis la loi des 4S parce que c'est la question du mandat. Le personnel, est-ce qu'on a les personnes? Est-ce que nous sommes les personnes qui avons les qualifications pour implanter l'intervention? Alors, le coût de l'intervention, les moyens d'intervenir. J'ai mis la dose parce que ça aussi, ça fait partie de mon expérience. Malheureusement, souvent, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait parce qu'on n'a pas été capable de mettre la dose appropriée. On est allé avec un peu d'effort, mais pas avec les efforts que ça prend. Et là, c'est intéressant à ce moment-ci de se poser la question de nos chances de réussir dans ce contexte-là, qui est le nôtre, 0 à 10, là, si on évalue nos chances à 3-4, ben, ça veut dire qu'on a encore des travaux à faire. Si nos chances de réussir sont au moins en haut de 5, ben, ça veut dire qu'il y a une motivation et la possibilité qu'on y arrive. Les critères éthiques. Alors moi, j'ai une petite confession à faire là-dessus. Quand c'est sorti, les critères éthiques, il y a quand même un bon bout de temps, je n'étais pas enthousiaste parce que je trouvais qu'à ce moment-là, l'éthique au Québec était fortement influencée par les avocats et je trouvais que l'analyse éthique, à toute la pratique, paralysait l'intervention. C'était tellement détaillé avec des critères que, bon, peut-être que c'est moi qui ne les comprenais pas, c'est pas possible. Mais je ne trouvais pas ça utile. Je trouvais que c'était des barrières à l'intervention. Sauf que, bon, heureusement, on évolue un peu tous, dans un sens ou dans l'autre. Mais j'ai choisi de présenter ici ce qu'Olivier Belcher appelait tout à l'heure les 10 critères de Public Health Ontario, parce que je les trouve intéressants. On va les passer ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que je trouve extrêmement appropriées dans le choix de mes propres critères. Bon, le premier, on va s'entendre, le lien entre les objectifs et le potentiel d'amélioration de la santé. Donc, le lien entre les objectifs et les moyens, il faut qu'il y ait une certaine causalité qui soit démontrée. Évidemment, même sans parler d'éthique, c'est un critère qui s'applique. Peut-on atteindre les objectifs par l'intervention proposée? Encore là, sans parler d'éthique, c'est une excellente question. Qui sont les bénéficiaires? Ben, il y a toutes sortes de raisons pour se poser cette question-là, ne serait-ce que pour bien orienter nos interventions, mais en même temps pour des questions d'éthique, de savoir si on vise la réduction des inégalités sociales,
ben, je pense que ce n'est pas la même chose que d'élargir les inégalités sociales, comme on a déjà fait en santé publique dans le passé avec certaines interventions. Alors, y a-t-il des effets collatéraux et qui les subit? Je pense encore là, c'est une question à laquelle nos interventions doivent répondre. Est-ce que notre intervention est justifiée? Donc, si on crée des problèmes, est-ce qu'on crée aussi des bénéfices suffisamment élevés pour justifier certains effets collatéraux qui peuvent se dégager? Alors, l'équité quant à l'impact. Alors, si, comme je le disais plus haut, il y a des interventions qu'on a faites dans le passé, surtout à l'éducation sanitaire. On peut vous rappeler, on s'apercevait que nos conseils ou l'information, ou l'éducation que l'on faisait au grand public, les conseils étaient captés par les gens qui avaient plus d'éducation et plus de revenus, puis on contribuait ainsi à possiblement élargir les inégalités de santé. Alors, je pense que c'est une question à se poser. Consentement individuel, on peut se demander si c'est nécessaire ou non. L'engagement de la communauté est-il nécessaire? Encore là, c'est une bonne question parce qu'on peut avoir des appuis dépendant de l'intervention. L'impact sur l'inégalité, la question de la justice sociale, qui est certainement une des valeurs qui nous anime en santé publique, et à considérer aussi les conséquences délétères à long terme et pour qui, si on peut les identifier. Et vous voyez que si on fait vraiment une bonne planification de nos interventions en santé publique, on rencontre facilement les critères éthiques. Et c'est pour ça que je me suis rallié à cette idée-là d'utiliser les critères éthiques et d'incorporer l'éthique dans ma décision, parce qu'à toute fin pratique, si on fait bien notre job de santé publique, on respecte en très grande partie les critères éthiques, sinon totalement. Alors, vous voulez probablement savoir, moi je choisirais quoi là, dans les 9? Quels seraient mes... Alors, il faut que d'abord je vous expose mes critères. Et j'ai des critères pour les cibles et pour les moyens. Alors, autrement dit, pour les problèmes et pour les solutions. Moi, je suis fortement préoccupé par l'impact de nos interventions. Évidemment, vous l'êtes tous aussi, j'en suis sûr. Mais pour ça, des fois, on a l'impression quand même que ce n'est pas toujours l'impact qui guide l'attribution des ressources que l'on fait dans nos équipes. Alors, moi, c'est important. Je pense que s'il y a une santé publique au Québec, c'est pour que ça change quelque chose. Et puis, évidemment, on a changé plein de choses, mais il faut continuer à le faire, puis aller pour le maximum d'impact. Alors, en termes de diminution de morbidité, de mortalité, de coûts sociaux, d'augmentation de la qualité de la vie, je pense que, en général, on s'entend là-dessus. La question de l'équité sociale m'apparaît importante pour plusieurs raisons. Une, la question de la justice sociale, mais il faut aussi réaliser qu'en 2007, il y a une concentration de la pathologie ou de la morbidité-mortalité, plutôt que je devrais dire, en maladie chronique en particulier, dans les populations les plus défavorisées. Alors, il y a une question d'équité aussi et d'efficacité. L'autre critère, c'est l'acceptabilité politique. Alors, les problèmes, la question du 1% des inégalités de richesse sont de plus en plus reconnues internationalement. Et je pense que ça justifie, entre autres, pourquoi peut-être, ou ça explique pourquoi les politiciens au Québec, les élus, ont proposé que l'on travaille sur les inégalités sociales de santé. L'autre point, moi je trouve important, c'est la logique de cause à effet entre l'objectif et les moyens. L'alignement des moyens, j'y reviendrai, m'apparaît fondamental. Donc, il faut être capable de démontrer un lien clair entre les interventions qu'on fait, les objectifs qu'on vise, et il faut que ce lien-là soit le plus clair possible. Si on veut atteindre l'objectif, bon, c'est un peu un principe de gestion, mais c'est important. Alors, pour les moyens, l'acceptabilité organisationnelle, je reviens sur l'idée du consensus en santé publique. Je pense que c'est un critère extrêmement important. Il faut qu'entre nous, on s'entende sur ce qu'on fait. L'acceptabilité sociale et politique, je pense entre autres au rôle des municipalités qui possèdent des leviers. De plus en plus, c'est accepté au Québec que les municipalités peuvent interviennent en fait avec les leviers qu'ils ont pour améliorer la qualité de vie, mais que ça a un impact aussi sur les habitudes de vie et sur les environnements à l'intérieur desquels les habitudes de vie se déclinent.
Et je pensais, entre autres, souligner là, dans la foulée de Québec en forme et tout le travail qui a été fait, entre autres, par eux au niveau des municipalités, c'est devenu, on a tous réalisé, on le savait, là, mais on l'a vu de façon plus concrète que les municipalités pouvaient jouer un rôle important. Alors, j'aime aussi comme critère qu'on soit dans les domaines et interventions connus des intervenants en santé publique. Alors, qu'on ait de l'expérience et puis qu'on connaisse bien ces domaines, ça m'apparaît important à ce moment-ci. La cible 2025, j'aime bien, mais j'aimerais savoir des résultats mesurables d'ici 5 ans. Là. Pour moi, c'est un critère d'être capable de mettre de l'avant des interventions qui vont donner des résultats à court terme et qu'il y ait une possibilité d'évaluer nos efforts. Et là-dessus, je reviens sur la question de la dose. Bon, est-ce que c'est un critère? Je pense que c'est certainement une condition de réussite que d'avoir entre les mains, comme groupe, comme santé publique là, québécoise, suffisamment de ressources et d'efforts pour avoir la bonne dose, pour avoir de l'impact. Sinon, comme d'habitude, je m'excuse, mais c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a bien travaillé, mais pas avec la dose suffisante. Et là, de mesurer, de savoir si la dose augmente, diminue, quel impact on a, je me répète, mais je trouve ça important. Enfin, un critère qui est important, encore là en termes de gestion, mais c'est que si on veut avoir de l'impact, il faut garder le focus, ne pas s'éparpiller. Je pense que c'est bien connu de tout le monde, en théorie, mais en pratique, on n'y arrive pas toujours à le faire. Alors, je pense qu'à ce moment-ci, je passe la balle à Olivier. Oui, bien, merci, c'est vraiment intéressant. Puis il y a plusieurs questions qui sont survenues dans le chat pendant que vous avez parlé. Certaines, je pense, s'adressent plus à vous, d'autres peut-être plus à Michael et moi. Je vais commencer, pas nécessairement dans l'ordre qu'ils ont été posés. Je vous invite pendant ce temps-là à en poser d'autres, si vous avez des questions. On va passer ensuite, un roulement de tambour, mais au choix des priorités parmi les cibles qui ont été énoncées. Il y avait 2 questions qui touchaient finalement à une dimension qui est souvent présente, pas toujours, mais souvent présente dans les cadres d'éthique en santé publique, qui est la dimension de la participation. Participation qui peut être à différents niveaux, ça peut être les partenaires, ça peut être les citoyens. Mais une personne a dit qui doit être invité à la réflexion éthique, mais aussi à la réflexion plus générale de l'établissement des priorités dans une direction de santé publique. Puis une autre personne a posé en lien avec ça aussi que plusieurs des actions dans les plans d'action régional sont réalisées en fait avec des partenaires. Donc, je ne sais pas si vous voulez un peu vous avancer un peu plus sur peut-être les processus en place ou qui devraient être en place dans les directions de santé publique dans lesquelles s'effectue finalement l'établissement des priorités, puis le rôle en fait des différents partenaires. OK, je vais y répondre, on va essayer d'y répondre avec un autre angle. C'est que, dépendant des problèmes sur lesquels on veut avoir de l'impact, et je pense que dans les 9, là, c'est des problèmes assez majeurs, sont majeurs, ça demande des transformations de notre société qui sont assez importantes. J'ai déjà dit que, et je reviendrai dans quelques minutes, là, mais qu'il n'y a pas de petits problèmes auxquels on s'adresse. Quel que soit le problème qu'on regarde, il y a derrière le problème une façon de penser dans notre société qui, je dirais, nous amène, qui crée le problème. Alors, au point de départ, puis ça j'appelle ça l'approche norme sociale, c'est que si, par exemple, là, je donne un vieil exemple, mais qui était les traumatismes par accident de la route il y a plusieurs années, moi j'étais dans la Beauce à ce moment-là, puis il y avait 8, 9, 10 jeunes qui se tuaient par fin de semaine sur les routes, en état d'ébriété, puis c'était normal. Ça arrivait, puis c'était des accidents. Hein, bon. Alors, on voit que notre mentalité a extrêmement changé par rapport à ça. Maintenant, ce ne sont plus des accidents. Ce sont des choses qui arrivent parce qu'il y a eu des conditions qui ont favorisé l'arrivée de l'accident. Alors, et notre mentalité a changé par rapport à ça. Alors que c'était acceptable, disons, où on n'intervenait pas trop là-dessus il y a 25-30 ans, aujourd'hui, c'est devenu inacceptable.
Donc, il y a un changement de la mentalité qui s'est effectué. Et là, je reviens à la question de la participation. C'est que ce changement de mentalité vient quand il y a de plus en plus de monde qui sont convaincus que le problème n'est plus acceptable et qu'il faut changer. Et moi, la participation, je la verrais plutôt dans cette optique qu'il y a un bout qui nous appartient, là, c'est de présenter l'information sur les problèmes pour que d'autres que nous perçoivent que les problèmes sont importants, mais encore davantage au niveau des changements à apporter pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui pense que les problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'on se crée et que ce n'est pas nécessaire que l'on se les crée. Et en pensant autrement, et plus il y aura de monde qui pense autrement, on va avoir un impact sur les problèmes sur lesquels on va intervenir. Donc, je sais que vous posez la question de la légitimité du directeur de santé publique et de son équipe de choisir certains problèmes par rapport à d'autres, mais je vous dirais que moi, je suis satisfait de la légitimité des élus. Dans une société démocratique, quand le gouvernement, après une démarche, choisit de faire une politique de prévention avec des cibles, moi, je ne remets pas en question le choix des cibles. Je trouve que, même sur le plan éthique, dans ma lecture à moi, qui est probablement pas très bonne, mais enfin, dans une société démocratique, les élus sont éthiques. Alors, je vais le dire autrement, représentent le point de vue d'une majorité de personnes, et dans une société démocratique, je trouve qu'il y a un aspect éthique dans ces choix politiques qui sont représentatifs. Alors moi, je ne remettrai pas ça en question. Il peut y avoir une priorisation différente dans chaque région par rapport à certaines interventions qui sont plus appropriées par rapport aux problèmes, une des 9 cibles, oui, et d'impliquer les gens qui font partie de la solution, évidemment. Mais voici là, ce que je ferai comme commentaire sur ce qui a été fait jusqu'à présent, ce qui a été dit là-dessus. C'est très intéressant, la question de la légitimité démocratique est pas toujours facile à réfléchir, mais est assez centrale dans ce genre de questionnement-là. Je vais essayer de tirer 2-3 commentaires et questions et demander une réponse selon. Laetitia a mentionné plus tôt, pour prioriser, il est important de savoir si les objectifs sont réalistes ou non. Prenons ça avec un commentaire de Sawadogo. La capacité de résoudre le problème n'est pas un critère pertinent et pas certain du timing, mais dans le critère habituel, capacité d'intervention, c'était justement sa figure-là. Bien sûr. Ensuite, Alain Poirier a parlé de l'acceptabilité politique. Et ça figure sûrement très important en matière de faisabilité et possibilité de faire quelque chose. Pourriez-vous juste parler de ces enjeux-là, peut-être Ben, je pense que Alain est certainement bien positionné pour parler de l'acceptabilité politique, et je vais y revenir un peu plus tard là, quand je vais présenter mes choix. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à ce moment-ci, avec ce gouvernement-ci et la sortie de la politique, il y a une volonté d'intervenir qu'on attendait, qui est bienvenue. Maintenant, je pense que ce qui va être à monitorer et à vérifier, c'est jusqu'à quel point cette volonté-là de travailler là-dessus va persister dans le temps et jusqu'à quel point aussi les politiciens et la population sont prêts aux solutions qu'on veut mettre de l'avant et qui ont été démontrées efficaces. Alors, je pense qu'il va rester dans le choix des priorités et dans le choix des moyens cette préoccupation à cause, encore là, de l'ampleur des problèmes sur lesquels on travaille. C'est que si les gens considèrent, et il y a des sondages qui l'ont démontré là-dessus, que dans certaines régions du Québec, c'est les parents qui devraient s'occuper des enfants 0-5 ans et non le gouvernement, bien, il y a un changement, là, il y a une résistance qu'on peut identifier, en tout cas, résistance de mon point de vue, mais on peut l'appeler des points de vue différents sur qui devrait intervenir pour s'assurer que tous les enfants ne doublent pas leur première année. Excusez mon langage, là, mais c'est ça.
Alors oui, c'est fondamental. Je pense que les deux commentaires sont tout à fait vrais. En tout cas, moi, je suis d'accord. C'est pas tout à fait d'accord. Oui, ça prend des interventions efficaces, mais il faut aussi s'assurer que le travail de présentation aux élus se fait. C'est une remarque que j'avais déjà faite dans une autre conférence, si vous me permettez. Mais moi, je trouve qu'une des choses que je n'ai pas suffisamment faites dans ma pratique à moi, même si j'en ai fait un peu, c'est de rencontrer systématiquement les élus au niveau provincial et municipal, je ne dirais pas à chaque année, mais sur des séquences de 2-3 ans. Je pense qu'on établirait un meilleur contact d'abord, établir une relation avec les élus et avoir l'occasion d'expliquer pourquoi on trouve qu'on devrait intervenir de telle manière sur tel problème. Je m'en étais aperçu, moi, parce que dans les partis politiques, il y a des caucus, et puis souvent on va prédire que la santé publique va faire telle affaire, et puis bon, il y a les gens dans le parti qui disent bon, ça va faire la santé publique. Mais quand les élus connaissent les directeurs de santé publique ou les directrices localement, et qui ont eu l'occasion d'entendre pourquoi on veut telle chose, la réaction est différente. Alors je pense que Alain a tout à fait raison. C'est les moyens qu'on doit prendre pour faire passer le message, qui ne peuvent pas être que des messages médias, qui doivent l'être, mais pas que. Et je pense que cette relation-là avec les élus, que l'on doit respecter, est importante et qu'il faut la générer davantage, cette qualité de relation entre eux et nous. Un peu dans la même veine, mais pour continuer sur l'idée de relation avec les élus et de participation citoyenne, il y a un commentaire, en fait, c'est plus un commentaire qu'une question d'Alain Poirier sur ce sujet-là, qui dit il existe tout un continuum d'action sous le vocable participation citoyenne, informer, consulter, connaître les besoins, adapter. Personnellement, je crois beaucoup à l'effet mise à l'agenda, car la première page de nos médias et le dessus de la pile des problèmes sur la table des décideurs font bouger les choses. Un grand bénéfice de la participation citoyenne est donc sa mobilisation autour de la prévention, sinon les citoyens n'en ont que pour le curatif. J'imagine que ça peut être intégré dans une réflexion sur l'établissement des priorités et cette idée de maintenir le focus et l'appui de la population et des décideurs sur certaines priorités. Bien, ce que soulève Alain est évidemment extrêmement intéressant. Il y a deux affaires là-dedans que je trouve. Il y a l'effet mise à l'agenda qui, souvent, là, mettons qu'on a un plan de 5 ans, il va arriver des affaires au quotidien. Il y a une crise en général, et là, ça devient une préoccupation importante. Et cette façon de mettre à l'agenda des problèmes est une opportunité dans la mesure où ça ne nous distrait pas de ce qu'on veut atteindre. Et souvent, il faut le faire un peu pareil, mais je pense qu'il y a un danger là, de dévier des objectifs qu'on a poursuivis. Par contre, et Alain est clair là-dessus, puis je suis tout à fait d'accord, plus il y a de monde qui est de notre bord, mieux c'est. Et je pense qu'encore là, personnellement, je pense qu'on a sous-investi depuis, je ne sais pas, les 5 dernières années, j'essaie de ne pas me prononcer sur les 5 dernières, je n'étais pas là, mais avant, je pense qu'on a sous-investi dans l'information grand public. Je pense que comme santé publique, à un moment donné, on a réalisé qu'on ne voulait plus faire d'éducation sanitaire parce qu'on prêchait, mais il reste que ce volet-là d'éducation, d'information au public, c'est quelque chose qui est disparu, c'est en pratique, entre autres parce que les budgets qui étaient au ministère de la Santé sont rendus au cabinet du premier ministre et que les priorités sont établies autrement. Mais il faut récupérer cette capacité-là pour justement contribuer à la mise à l'agenda des problèmes que l'on voudrait voir réglés. Deux questions qui portent peut-être davantage pour Mike et moi, en partie pour vous aussi, Dr. Lessard, qui touchent davantage les pays en voie de développement. Parce qu'on a sur la ligne plusieurs personnes qui viennent de l'international. Une première question qui demandait si le cadre d'éthique du Canada était adapté pour les pays en développement. Je ferai juste une précision ici que le cadre qui a été présenté brièvement, c'est un cadre qui est mis de l'avant par l'Agence de santé publique de la province de l'Ontario.
c'est pas un cadre officiel pour l'ensemble du Canada. Il y en existe plusieurs, différentes provinces ou territoires et même différentes agences de santé publique se sont dotées de cadres, de points de repère pour analyser les enjeux qui sont les leurs. Dans la littérature, il y en existe aussi beaucoup. Cela dit, je n'en connais pas personnellement qui ont été développés spécifiquement pour les enjeux auxquels font face les pays en voie de développement. Et en partie, un enjeu qui a été souligné, qui est que dans les pays en voie de développement, en plus d'avoir à gérer la disponibilité des ressources à l'interne, il y a des pressions par les bailleurs de fonds internationaux pour travailler sur les priorités qu'eux jugent importantes et qui ne sont pas nécessairement les priorités localement qui sont jugées comme étant les plus appropriées. Comment gérer ce conflit-là? Je n'ai pas prétention à avoir de réponse à ça, mais c'est certainement un enjeu fortement important. Je voulais pas la laisser passer. Une autre question qui vient de la DSP de Laval nous demandait si on ne devrait pas faire, parfois lorsqu'on établit les priorités, comme la direction de santé publique de Peel. Je ne sais pas si la personne qui parle était là la semaine dernière lorsque la Dr. Megan Ward a parlé de l'établissement des priorités. Mais l'idée étant de parfois devoir décider de ne pas faire certaines interventions, et même si elles sont parfois mandatées ou fortement suggérées par le ministère, pour se concentrer sur d'autres priorités régionales ou locales. Ben, c'est ce à quoi nous mène un exercice de priorité, en principe. J'ai cru comprendre là, que, et c'est déjà arrivé au Québec aussi, qu'on nous demande de faire des affaires qui étaient politiquement intéressantes, et puis que ça nous amenait à mettre des ressources sur des choses sur lesquelles on ne croyait pas. Moi, je pense qu'il faut s'affirmer dans ces contextes-là. Si le politique, si les élus décident que leur santé publique, parce que nous, on est un corps public dépendant du politique, là, on n'est pas un corps séparé de la machine gouvernementale, et là je ne parle pas de politicienne partie, mais on fait partie du gouvernement. Si les élus décident que c'est là-dessus qu'on devrait travailler, je pense qu'il y a une bonne légitimité de le faire. Alors, je ne répondrai pas carrément non, mais j'ai sûr que je ne mettrai pas beaucoup de ressources sur une affaire qui n'a pas d'allure. Je travaillerai avec... Et c'est pour ça que je trouve qu'on est béni d'avoir une politique gouvernementale en prévention. À partir du moment où le gouvernement met ça de l'avant, il a besoin de nous, son corps ouvrier, son bras opérant, pour réaliser sa politique. Alors, moi, je trouve ça assez extraordinaire qu'il nous donne un outil comme ça. Maintenant, on peut offrir nos services et ça tombe pile avec les priorités politiques. Alors, c'est ça que je trouve qu'on est dans après un orage et tout ce qu'on veut, un tsunami de tout ce qu'on a vécu depuis quelques années. Il y aura même un firmament là, qui s'est éclairé, qui est bleu. Et là, c'est à nous de le voir et d'opérer. Je ne dis pas qu'on a répondu à toutes les questions, mais je pense qu'on a touché à la majorité des questions qui avaient été soulevées. Donc, je vous inviterai à poursuivre la présentation. OK. Alors, mes choix. Alors, j'ai pris une approche là, qui est la mienne, qui est probablement, j'espère, partagée par d'autres. Mais j'ai revu les 9 cibles et puis je vous propose une hiérarchisation, c'est-à-dire les organiser autrement. D'après moi, l'objectif principal pourrait être de réduire le 10% d'écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus défavorisées et les favorisées sur le plan socio-économique. La raison, puis j'en ai quelques-unes, mais c'est pour mes critères là, de réduction du fardeau de la maladie, le maximum d'impact sur l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, c'est que présentement, on n'est pas le seul pays qui est comme ça, mais il y a une prépondérance, une plus grande concentration de problèmes dans les milieux défavorisés pour toutes sortes de raisons, mais il y a certainement une concentration là.
Et avant, j'avais déjà pris une comparaison à Montréal, c'est qu'on m'avait demandé si c'était important de construire un hôpital universitaire dans l'ouest de l'île. J'avais dit, écoutez, c'est déjà la région de Montréal où les gens vivent le plus longtemps. Je ne vois pas ce qu'investir 1,5 milliard dans le coin va améliorer de plus, parce qu'ils sont déjà pas tuables. Non, mais on s'entend. Alors, ça n'avait pas fait l'affaire de ceux qui faisaient la promotion d'un hôpital dans l'Ouest, mais c'est certain qu'il faut mettre les efforts dans les endroits où le problème est plus prépondérant et si on veut avoir de l'impact. Ça dépend quel objectif on poursuit. Moi, ça me préoccupe l'impact. J'espère que c'est clair. Alors, moi, je mettrais ça sur le top. Je trouve que c'est l'objectif que devrait poursuivre la politique, puis on le retrouve un peu dans la finalité que j'ai exprimée au début, là, améliorer l'état de santé, mais réduire les inégalités de santé. Alors, moi, je mets ça comme numéro 1, et j'ai reclassé les autres cibles en les choisissant pas toutes, mais en fonction d'atteindre cet objectif-là. Donc, je dis que atteindre 80% des enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur développement, moi, ça m'apparaît la solution, l'intervention la plus importante. Il y a des résultats à court terme et on sait que les facteurs de vulnérabilité en bas âge ont des chances là, de continuer à faire en sorte que ces enfants-là, tout le long de leur vie, vont présenter des difficultés de toute nature. Donc, c'est la question du parcours de vie. Donc, c'est sûr et certain, puis je regarde même dans les sondages qui ont été faits tout à l'heure, je pense qu'il y a un fort consensus là-dessus. Le deuxième, c'est que 90% des municipalités et plus adoptent des mesures d'aménagement des communautés favorables, etc. Favorables à la sécurité et la mobilité. Alors là, ça touche en particulier la cible numéro 8, les jeunes âgés de 12 à 17 ans qu'on veut actifs. Ça touche les saines habitudes de vie parce qu'on sait déjà qu'ils sont intervenus dans les arénas sur la réglementation municipale concernant comment est-ce qu'on appelle ça? Ce qui est permis dans certains quartiers, ce qui ne l'est pas dans d'autres. Le zonage. Le zonage. Donc, il y a des leviers au niveau municipal là-dessus. La question des fruits et légumes est abordée aussi dans ce contexte-là, jusqu'à un certain point. La qualité de vie des résidents, et là, on peut penser au logement abordable qui peuvent faire partie de cette catégorie-là d'intervention par le niveau municipal. Mais on voit là qu'il y a une hiérarchie, non seulement d'objectifs, mais aussi un alignement des interventions pour atteindre l'objectif principal qui passe par les municipalités. Et je dirais le troisième objectif de ce point de vue-là, c'est la question de la diminution des fumeurs quotidiens et occasionnels. Alors, moi, si on m'a demandé un top 3, c'est comme ça que je le présenterais. Évidemment, il y en a d'autres, et puis je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter comment je les hiérarchiserais de 0 à 9. Mais je pense qu'il y a là un plan de travail intéressant pour avoir de l'impact, où ça compte, dans un délai qui est intéressant, et avec des municipalités qui est une participation, là, qui est à un niveau où la population s'exprime. Et en général, dans mon expérience, on a moins de problèmes à convaincre les gens qui ne sont pas dans le réseau de la santé à améliorer les environnements qu'on en a quand on discute avec les gens du ministère hors santé publique, évidemment, ou les intervenants du réseau de la santé qui n'ont pas cette vision de ce qu'on voudrait régler ou diminuer. Alors moi, ce serait mes choix. Je vais vous présenter aussi, j'ai fait un petit exercice là, de conditions de réussite. Alors, il y a des choses qui se recoupent un peu, mais en même temps, ça c'est mes préoccupations de directeur, d'ex-directeur qui prennent là-dessus. Mais je pense que la décision environnementale, c'est une condition de réussite et elle est là. Il faut la valoriser, la faire connaître davantage, l'encourager, etc. Le deuxième, c'est de voir le changement comme un changement de norme sociale. Où en est la population et les élus par rapport avec la norme actuelle et son évolution souhaitée
pour diminuer les problèmes. Alors, où est la norme sociale par rapport aux fruits et légumes, par rapport aux gras, au sucre? Où est la norme sociale par rapport au traumatisme, mais aussi au transport actif? Parce que c'est là-dessus qu'on doit travailler pour atteindre nos objectifs. La volonté clairement établie, exprimée par le ministère, le réseau de santé publique, et j'ai mis les composants, de s'engager ensemble avec le gouvernement pour réussir, m'apparaît une condition de réussite. Je l'exprime comme étant le leadership. Pas de leadership, il ne se passera rien. Le troisième, c'est la quatrième, pardon, la planification d'ensemble des actions. C'est que le plan qui est sur la table, la politique d'abord, puis le plan qui devrait suivre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en santé publique au Québec. Donc, et pour y arriver, ça va prendre une capacité, pas uniquement d'écrire des livres de santé publique, là, le volet problème, mais là, il faut écrire le livre de santé publique, volet solution. Et je pense que là-dessus, on a des croûtes à manger pas mal. Et il y a aussi des expertises, je pense que nous n'avons pas dans notre réseau, qu'on a l'avantage d'avoir, parce que c'est immense, le travail qui est là. Alors, ça va nécessiter, entre autres, une cartographie des acteurs et des enjeux à tous les niveaux, dans un contexte intersectoriel. Alors, déjà, ça décrit, excusez-moi, ça décrit l'ampleur de la chose. J'ai 5 autres conditions de réussite. Je m'ai mis à s'amuser, là, mais... Alors, la division du travail et la coordination entre tous les intervenants du réseau de santé publique, et la concordance et l'alignement avec la politique, le programme national et les parts m'apparaît essentiel. Il faut que ce soit cohérent de haut en bas et de bas en haut. Il faut viser les mêmes cibles, quel que soit le niveau où on intervient. J'appelle ça l'enjeu de gestion. C'est la question de l'alignement. Hein? C'est mettez vos moyens pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Si ce n'est pas aligné, vous ne scorerez pas. Je n'ai pas inventé ça, soyez sans crainte. Mais c'est extrêmement difficile avec nos équipes de professionnels à y arriver parce qu'on a de la difficulté comme gestionnaire à réaligner nos effectifs, à réaligner les carrières des fois, ou réaligner des domaines dans lesquels nos professionnels interviennent. À voir, mais moi je suis convaincu de ça. L'évaluation systématique des moyens, donc la bonne dose. Regardez là, évaluation systématique des moyens. C'est qu'avant d'aller à la guerre, il faut savoir si on a une armée, si c'est assez grosse pour passer à travers ce qu'il y a devant. Là. Alors, la dose, là, moi, c'est important. Puis des impacts à court terme, moyen terme. On veut savoir si on fait des progrès ou pas. Si on ne mesure pas, on ne gère pas. La huitième, vérifier régulièrement l'appui des élus et de la population en leur rapportant les résultats. C'est un peu la question qu'Alain Poirier posait tantôt. Ils nous ont ouvert la porte avec la politique. Maintenant, il faut les nourrir pour que ça continue. Et on me rappelait, un de mes collègues me rappelait ce matin que ce n'est pas juste vis-à-vis des élus qu'il faut travailler, mais la population, c'est la population qui va générer les changements en bout de ligne. Donc, il y a un travail à faire sur les deux plans. Moi, je trouve que ça va nous prendre des nouveaux moyens pour informer et mobiliser la population, en partie jeunes et adultes. Donc, je reviens avec l'idée d'une campagne d'information du grand public pour accompagner les autres interventions. Ce n'est pas que l'information du grand public qui va changer le monde, on sait ça, là, mais ça l'en prend. Et en particulier, comment on va travailler avec les réseaux sociaux, comment on va réussir ce que j'ai appelé à contrer le marketing commercial, et utiliser davantage les politiques publiques. Là. Je pourrais passer une demi-heure à parler du contre-marketing commercial. Je pense que c'est quelque chose qu'on ignore en santé publique, la force du marketing moderne à manipuler des décisions et qui ne vont pas... Et en fait, pour moi, le marketing peut être, je le considère comme un déterminant de la maladie. Bon, c'est un peu exagéré parce que c'est du marketing qui est bon, là, mais il est aussi celui qui a une capacité de rendre le monde malade, mais je pense que ça sortira. Enfin, le dernier, c'est la persévérance de la gestion du réseau sur l'objectif, garder le focus. Moi, j'ai vu à travers les années, quand il sort un plan, on essaie de s'enligner dessus, puis au bout de 2 ans, on est éparpillé sur un paquet d'affaires. Donc, on n'a pas été persévérant dans notre gestion pour garder les yeux sur la balle, sur
l'objectif que l'on veut poursuivre, c'est un enjeu qui couvre toutes les organisations. On n'a pas inventé cette difficulté-là, mais je pense qu'il faut le savoir au point de départ. Puis on me signale aussi qu'il y a un contexte où la gestion de la performance au Québec, en particulier pour le ministère, qui est en évolution, mais qui a tendance à mesurer à partir des données qui existent déjà et qui ne sont pas nécessairement les indicateurs qui devraient être mesurés. C'est un peu marginal par rapport à la discussion qu'on a, mais on voulait que je souligne cette chose-là. Donc, d'après moi, là, vous voyez, leadership, gestion, s'occuper d'informer la population, mais aussi les élus, nouveaux moyens pour intervenir parce qu'ils ne peuvent venir que de notre cohérence entre nous. Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, ça serait intéressant si la santé publique arrêtait de chialer à propos de ce qu'elle n'a pas, et puis qu'elle demandait ce qu'elle a besoin pour travailler. Ça pourrait être intéressant comme d'écouter ce que ça veut dire, puis de faire quelque chose avec, là, si on veut. Alors, moi, j'ai replacé les 9 cibles, là, puis vous allez voir que cet ordonnancement-là est pas surprenant, mais on commence avec le 9. Celui qui était le dernier, moi, je le mets en haut de la pile, là. Réduire l'écart de mortalité prématurée. Je mets en deuxième 80% de la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité. Le rôle des municipalités par rapport à un ensemble d'environnement et d'habitudes de vie. Les fumeurs, ça reste un problème. Et puis, bon, les fruits et légumes, je le mettrai en 5, le 6, les jeunes actifs, mais comme je vous l'ai dit, moi, je les vois inclus dans le numéro 3. Je n'exclurai pas, évidemment, la question de l'offre de logements abordables sociaux et communautaires. Je pense qu'il y a une compétition entre les coûts du logement et les coûts de la nourriture, dans les quartiers défavorisés, entre autres. Et donc, c'est un facteur important. Et quant au atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80% de la population, ben, je vous dirais que je suis pour, mais je ne sais pas trop comment y prendre. Sauf peut-être en travaillant au niveau 0,5 ans, parce que souvent les problèmes originent de là. Et de 18% le nombre d'années recevant des services de soutien à domicile, ben, je suis pour aussi, mais je pense que le réseau curatif pourrait s'en occuper. Alors moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. En conclusion, peut-être avant de... pour moi, là, une pratique de santé publique éthique, c'est une pratique qui veut avoir de l'impact sur les finalités très clairement exprimées dans la politique gouvernementale de prévention en santé. Et cette éthique-là, cette pratique de santé publique éthique exige des choix. Donc, ça veut dire faire des choix, se fixer des objectifs de moyens, pas juste des objectifs de résultats, parce que si on n'a pas les moyens, on ne les atteindra pas. Ça veut dire de s'organiser, ça veut dire aligner les moyens avec les résultats, les gérer, évidemment, mesurer, valider les appuis, persévérer, puis on recommence de 1 à 6 parce qu'au bout de 2-3 ans, ça va avoir un peu, on risque de faire des choix différents avec le temps, donc de refaire le focus pour s'assurer qu'on travaille bien sur les choses sur lesquelles on veut vraiment travailler. Alors voilà, moi je vous ai exposé, j'ai mis mon cerveau à nu. Un praticien comme je l'étais, ça résonne un peu de même. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, loin de là, mais c'est gérer, c'est décider. Alors moi, si j'avais à décider, là, je pense que c'est ma meilleure proposition qu'on m'a forcé d'avoir dans un contexte, je ne vais pas forcer, là, je l'ai fait moi-même, mais dans le contexte du webinaire. Alors, merci. Et évidemment, je pense qu'il reste du temps pour des questions. Oui, il reste du temps. Puis vraiment, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice un peu périlleux à l'intérieur d'une heure et demie, là, de potentiellement se livrer aux critiques des gens pour, c'est ça, quand on fait des choix, on s'expose. Il y avait plusieurs questions qui sont venues au fil de la conversation. Oui, je commencerai avec à propos de DSP Laval en matière de priorisation des choix. Pour les choix de Dr. Lessard, l'objectif principal numéro 9, ce
soit réduire de 10% l'écart de mortalité prématurée, n'est pas atteignable en 2025 avec les moyens qui sont suggérés. Ensuite, un autre qui est potentiellement lié, je vais simplement le lire. Christine disait, le problème avec la réduction de l'écart de mortalité prématurée réside dans la multiplicité des facteurs qui sont à l'origine de cet écart. Quelle intervention privilégier dans ce cas? La cible est trop large. En plus, cela prend des années avant de pouvoir mesurer un impact de telle intervention sur la mortalité prématurée. C'est une très très bonne question. On a le choix de dire le problème est trop large, on ne l'atteindra jamais. Ou on dit le problème est très important, par où on commence. Et qu'est-ce qu'on veut atteindre avec les ressources et le temps qu'on a. Moi, je pense que c'est cette attitude-là concrète et pratique qu'il faut adopter. Le problème, il est en particulier là, de prépondérance dans les milieux défavorisés. Il y a un ensemble de causes, c'est évident, on n'a pas les poignées sur toutes les causes. Notre légitimité santé publique nous permet d'intervenir sur un certain nombre. Et on a la responsabilité, je pense, de créer un mouvement qui va tendre vers ça. Alors moi, je pense que la question est posée, moi, ça vient me chercher un peu parce que je ne suis pas contre la question, puis je comprends le bien fondé, mais je ne peux pas répondre, c'est vrai qu'il est large, puis c'est vrai qu'il est gros, puis c'est vrai qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Moi, je dirais, précisez-le, voyez ce qui peut être atteint, mais on n'est pas là pour regarder passer le train, on est là pour agir sur la direction du train. Alors, je pense que je connais un petit peu Laval, et puis d'autres régions, là, je ne veux pas personnaliser avec Laval, mais tout le monde se pose cette question-là, mais c'est quoi l'alternative? Si on n'est pas capable de préciser ce qu'on est capable d'atteindre, on fait quoi dans notre métier? Là? Donc, sur le plan éthique même, là, si on veut justifier, ou du moins donner un sens à notre travail au quotidien, il faut qu'il y ait des objectifs concrets, atteignables, et je pense que la politique nous en suggère d'extrêmement intéressant. Les réponses arrivent en temps réel. Christine dit absolument d'accord, Dr. Lessard. Évidemment, une bonne réponse. Merci de m'en lire une qui va dans le même temps. après les questions d'eau, oui, c'est bon. Peut-être une autre question dure, après une bonne réponse, mais qui s'adresse en partie, je pense, à Mike et moi, mais aussi à vous. Il y a Annie Gauthier qui pose une question sur le travail sur la norme sociale. D'un point de vue éthique, elle se demande, entre autres, comment analyser les enjeux lorsqu'on décide d'essayer de modifier une norme sociale, que ce soit en termes de boissons sucrées, d'exercice physique ou autre. Donc, surtout dans ce qui est nommé comme exemple, c'est surtout des exemples où les habitudes de vie ont des impacts principalement sur les gens qui adoptent cette habitude de vie-là. Pour ma part, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question-là. Il n'y en a pas, je pense. Mais je dirais, il y a un cadre d'éthique en santé publique qui nous semble particulièrement bien fait, qui a été développé dans le cadre d'un projet de doctorat pour analyser les questions liées à l'obésité. Et il y a toute une dimension qui essaie d'analyser justement les effets que peut avoir, de tenter d'analyser, d'effectuer un changement au niveau de la norme sociale, que ce soit pour essayer d'éviter les effets de stigmatisation, de discrimination qu'il peut y avoir, et tous les autres effets sociaux qu'il peut y avoir sur le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental des gens. Je vais mettre un lien vers un résumé qu'on a fait de ce cadre-là dans la boîte de chat pour ceux qui pourraient être intéressés à le consulter. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas de problème entre l'éthique et puis le changement de la norme sociale, honnêtement, parce que de toute façon, la norme sociale change. Elle change à une certaine vitesse.
que ce soit par exemple par rapport au sucre, au sel, au traumatisme, en fait n'importe quoi, là, la mentalité change. Elle ne change pas nécessairement vite, mais elle change. Et notre défi en santé publique, c'est d'accélérer le changement de la norme. Ce n'est pas de créer une nouvelle norme, c'est d'accélérer le changement qui est en cours. Et je prends des exemples, là, dans une autre conférence que j'ai donnée, je me répète, là, puis c'est pour ça que je n'aime pas ça faire des présentations publiques trop souvent, parce que je commence à me répéter, puis j'aime pas ça. Mais prenons par exemple la question de, je vais en choisir une facile, là, qui n'est pas trop, mais disons, je vais en prendre une difficile, là, la question de la violence conjugale. Bien, avec les années, cette norme-là a changé. Il y a plusieurs années, c'était pas acceptable, mais c'était pas quelque chose qui était dans la première page du Journal de Montréal. Mais avec les années, c'est devenu carrément inacceptable, la violence conjugale, et il y a des interventions des policiers qui visent à protéger, et bon, tout ça. Donc, on voit que même sur une chose aussi, disons, complexe, et puis je pourrais en nommer beaucoup d'autres, là, la mentalité a changé. Alors, quand on regarde, nous, ce qu'on nous propose de faire avec la politique, les domaines dans lesquels on veut intervenir, j'en prends une facile, par exemple, fruits et légumes versus, et puis tabagisme et puis d'autres, bien, on voit que même sans l'intervention de santé publique spécifique ou avec bien d'autres interventions de bien d'autres intervenants, la norme a changé. Mais que ça prend du temps, puis il y a du monde qui meurt et sont malades inutilement dans le temps que ça prend pour changer la norme. Alors, nous, notre défi là-dedans, ce n'est pas nécessairement de changer la norme, ce qui est en train de changer par toutes sortes d'informations, mais c'est d'accélérer le changement de la norme. Donc, on veut, nous, sur une période de 20 ans, moins de morts et moins de malades à la fin, à cause de notre intervention, que ce qui serait arrivé si on n'était pas intervenu. Moi, je pense que notre vraie valeur ajoutée, là, notre impact, c'est là qui se mesure. C'est par notre intervention, combien de personnes n'ont pas eu les conséquences d'une façon de raisonner, hein, je termine là-dessus, là, mais il y a Trevor Hancock nous parle au Canada qu'on est rentré dans l'ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère géologique où ce ne sont plus les changements naturels sur la planète qui affectent la planète, mais c'est l'homme qui est en train d'affecter l'évolution de la planète. Alors, Anthropocène. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'Anthropocène, c'est pas scène, c'est anthropo. C'est que tous les problèmes qu'on a, beaucoup, sont créés par Anthropo lui-même, l'homme, Anthropos. Et la connaissance qui nous manque en santé publique pour accélérer le changement de la norme, c'est la connaissance de comment changer l'humain, comment il pense. Donc, il y a une technologie d'affecter le changement de façon de penser de l'humain pour en arriver à faire en sorte qu'il ne se nuise plus lui-même. Bon. Je sais, j'ai l'air idéologue, tout ce que vous voudrez, puis perdu dans je ne sais pas trop quelle planète, mais le problème, ce n'est pas la scène, c'est l'anthropos. et c'est le problème de la santé publique, c'est l'enjeu, c'est l'expertise qu'il faut acquérir, c'est l'expertise qu'il faut aller chercher de ceux qui n'en possèdent une partie, qu'ils soient anthropologues, qu'ils soient en psychologie sociale, en politique publique ou en économie, ils sont là. Les sciences du problème en santé publique, c'est l'épidémiologie et les statistiques, mais les sciences de la solution, ils sont dans les sciences sociales que je viens de nommer. Et plus on est capable d'aller chercher le substrat, la connaissance qu'il y a là pour l'utiliser dans le sens qu'on veut, ce qui est un bon sens, mais plus on va devenir efficace dans le domaine dans lequel on est. Excellente réponse. J'aurais pas du tout targué de votre réponse de se situer dans les planètes ou dans les astres, mais je trouvais que ça reliait bien ce que vous aviez dit plutôt sur l'idée d'aller chercher une expertise qu'on n'a pas nécessairement en santé publique cultivée. Quand vous avez parlé aussi de contre-marketing social, quand on voit à quel point c'est poussé le développement des sciences, des données probantes pour ceux qui font le marketing, comparé à ce qu'on fait souvent en santé publique,
C'est fortement intéressant et je pense que c'est pertinent. On a quelqu'un qui, relié à ça, posait la question de la possibilité de mesurer les impacts lorsqu'on essaie de modifier une norme sociale. Donc, à savoir si c'est possible, parce que parfois c'est difficile à mesurer, et si on a besoin de développer de nouveaux outils de surveillance pour mesurer l'impact de nos interventions. Ben, moi, je pense que tout se mesure avec un certain degré de fiabilité, mais on ne devrait pas gêner d'essayer de mesurer ça, puis je gagerais ma chemise que des gens le mesurent déjà. J'ai assisté à une conférence là, de gens en intelligence artificielle qui monitorent le mood, l'état d'esprit sur les réseaux sociaux des jeunes, avec des mots, un peu comme on construit un questionnaire, là, des mots finissent par indiquer quelque chose. Alors, on cherche des mots, ils ont construit une typologie de mots qui indique je ne trouve pas le mot français, le mood, l'état d'esprit. L'état d'esprit, disons, en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur le réseau social par rapport à tel thème. Alors, donc, ils arrivent à mesurer, puis ils prétendent que, ça a à voir, mais que par des interventions sur les réseaux sociaux, on peut même mesurer l'intervention sur comment les gens abordent les questions sur le web, par rapport à le sucre, le sel. Alors, on voit qu'on est en retard, je pense, là, puis je parle de moi personnellement, bon, je ne vais accuser personne, mais moi je suis en retard sur ces connaissances-là, qui sont des outils que je trouve indispensables en 2017 pour œuvrer en santé publique. Et là, je situe cette réflexion-là dans le contexte de la politique, c'est que pour atteindre les objectifs de la politique, il faut posséder des outils d'intervention qui vont bien au-delà des programmes de santé publique qu'on a déjà développés. On est dans l'ordre du politique, on est dans l'ordre des interventions sociales à grande échelle, et je ne pense pas que l'on a suffisamment d'expertise dans notre réseau pour, en tout cas pour l'instant, pour avoir un impact majeur sur ces dossiers-là. Je pense que ça va être un bon mot de la fin, en gros, parce qu'il nous reste 3 minutes. Je vais en profiter rapidement pour passer à travers les diapositives qui suivent avec des ressources. On va repasser à la suite du webinaire à travers la boîte de chat pour voir si on a manqué certaines questions pertinentes. Je suis certain que oui, mais on verra s'il y a nécessité d'essayer de développer une réponse plus complète, que ce soit en l'envoyant par courriel ou en la mettant sur notre site web. Donc voici ici, vous avez quelques liens vers des ressources du Centre de collaboration nationale sur l'état des outils, sur la prise de décision informée par les données probantes. D'autres modules en ligne ici sur l'évaluation critique, transfert de connaissances et autres. On a quelques ressources ici du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé en ce qui a trait à l'éthique en santé publique. Puis, probablement la diapo la plus importante de la fin, on tient vraiment à remercier Dr. Richard Lessard d'avoir accepté de prendre du temps, de s'être mis en position un peu délicate, de faire un exercice live en temps réel de priorisation en partageant son expertise, son expérience, puis ses réflexions avec nous. Donc, un gros merci, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui désirent obtenir des crédits de formation, sachez que vous allez recevoir toute l'information par courriel. Et il va y avoir un lien aussi vers une évaluation du webinaire. On vous remercie de le remplir. Ça nous aide à déterminer ce qu'on fait par la suite pour être le plus pertinent possible, pour établir nos priorités. Donc, merci beaucoup à tous les participants aussi d'avoir été aussi actifs. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup.